Les travaux que je vais présenter sont concentrés sur des propositions faites en général sur le paysage. Quelques-uns sont sur les jardins plus particulièrement, mais c'est le paysage en général qui est là dans la sélection des œuvres présentées. Et c'est mis plus ou moins, plutôt plus que moins, par ordre chronologique. On commence en 85, mais ce n'est pas la première tentative dans le paysage, mais je le prends comme point de départ parce que c'est un travail fait au Japon, et c'est là où j'ai appris un mot japonais qui me semble très approprié à peu près à tout ce que je fais, c'est-à-dire que dans la mesure où, comme vous le savez, mon travail est à 90 ou plus % in situ, comme je dis, c'est-à-dire fait dans le lieu, pour le lieu, avec le lieu, et généralement, si ce n'est pas un travail permanent, ça disparaît avec le temps de l'exposition. Ces travaux sont toujours accrochés à des choses qui font partie de ce qu'on voit et qui sont complètement étrangères à ce que je propose. Le problème, c'est qu'il est impossible de faire le distinguo entre ce qui est changé et ce qui se trouve être apporté à ce changement. Donc c'est la première fois que je connaissais ce mot, et je pourrais l'utiliser à peu près pour tous les travaux que j'ai faits comme titre ou comme sous-titre. Donc emprunter le paysage, emprunter l'architecture, emprunter la salle d'exposition, emprunter le musée, etc. etc. Alors, ce travail fait donc au Japon consistait en deux parties assez distinctes, mais qui avaient des rapports, et surtout des rapports de visualité, avec la position sur une colline dans la mer intérieure du Japon de formes géométriques. On va les voir, des cadres, des cercles, des losanges, etc., donnant sur cette magnifique baie, où l'on voit déjà sur cette baie cette espèce de ligne géométrique régulière qui est un monument historique au Japon, qui est une sorte de quai qui existe depuis le XVe siècle. Donc, orienté vers ce quai, une série de, on dirait en français, points de vue. En fait, en japonais, ça s'appelle shakei, et c'est ça qui veut dire emprunter. Et ensuite, un travail spécifique fait sur ce grand quai qui se trouve être la mise en place de 200 drapeaux reformant les couleurs de l'arc-en-ciel et qui se trouve vu de toutes les parties de ce village, bien sûr depuis ses points de vue et bien sûr de n'importe où dans le village. Et c'est une autre caractéristique de mon travail qui fait que les points de vue sont multiples, sont très différents les uns des autres et en fait sont à la discrétion de ceux qui regardent ou de ceux qui les découvrent. Dans beaucoup de cas, je n'ai pas moi-même été voir toutes les possibilités d'apercevoir le travail qui est fait. Là, on peut voir cette mise en place depuis la mer, en bateau. On peut le voir depuis les collines et à travers ces formes ouvertes, comme on les a vues au tout début. Et j'ai beaucoup de photos sur les pièces qui essayent de montrer qu'effectivement, comme la photo, comme on le sait, transforme, que la photo est, à mon avis, toujours en deçà du travail qui est fait. Le fait de montrer plusieurs photos sous plusieurs angles
donne un peu l'impression du travail, alors que s'il y avait 2 photos, ça apparaîtrait un peu comme un tableau en 2 dimensions. On s'aperçoit aussi, bien sûr, que là où on est à 90 degrés vis-à-vis de cette grande ligne, si on se met juste de côté, on n'obtient même plus la vision de la ligne en question, mais on repartage le paysage en partant d'un nouvel angle. Un travail qui a été fait au Keukenhof, qui est ce lieu magnifique en Hollande où chaque printemps il y a une débauche de fleurs sur des hectares, et où il m'avait demandé d'intervenir, et où j'ai fait un travail avec des tulipes en ayant étudié assez vite avec des jardiniers quelles étaient les tulipes qui, quand elles étaient matures, avaient à peu près la taille des bandes que j'utilise. Et en fait, on a trouvé des tulipes qui faisaient exactement 8-7 quand elles étaient en pleine maturité. Donc ici, la plantation de ces 11 000 tulipes. J'ai tracé une ligne qui traversait une des parties du parc en traversant les chemins, etc., qui va d'un canal à un autre canal à l'opposé. Et on a fait ça sur 2 années de suite. La deuxième année, alors ça c'est la première année avec des tulipes blanches et violettes, et la deuxième année avec une série de tulipes qui était beaucoup plus juste que la première année. Et on va voir des photographies tout de suite. Voilà la première année, et la deuxième année avec des tulipes blanches et rouges qui reprenaient véritablement cette taille que j'utilise depuis très longtemps et qui est la seule chose qui n'a jamais changé dans mon travail et que j'appelle l'outil visuel. Un travail fait c'était le premier travail fait dans les jardins qui ont été construits dans le parc de la Villette à Paris, et qui est un travail fait avec l'architecte Alexandre Chemetov. Et on avait décidé de faire quelque chose qui était en creux dans ce grand espace que vous connaissez peut-être à Paris. Donc on a creusé jusqu'à une douzaine de mètres sous le sol une parcelle de ce grand parc, pour y mettre des bambous qui étaient protégés des vents les plus forts et qui aujourd'hui se sont énormément développés. Si on visite aujourd'hui, ça a beaucoup changé parce que le développement de ces bambous s'est vraiment accéléré. Et le travail que j'ai fait, c'était de tracer dans ce jardin, et tout à fait de façon abrupte, c'est le cas de le dire, en diagonale dans le jardin, une espèce de chemin avec des cailloux blancs et gris foncé qui venaient donc couper ce chemin. Là, on voit le sol vu du haut. Il y a 2 passerelles qui passent au-dessus des bambous. On peut aussi voir le jardin sur tous les pourtours du jardin. Et ensuite, cette espèce de grande diagonale vient s'écraser sur les murs qui tiennent le sol. Et sur ces murs sont remontés, en prenant la taille de la diagonale, des bandes qui sont gravées ici dans le ciment et qui n'ont plus du tout la taille habituelle de l'outil visuel, puisque, bien sûr, en diagonale sur le mur, elles sont beaucoup plus larges. À l'intérieur, et là où passe, on le voit un peu ici, ce chemin,
et découper les choses qu'on a dû garder en creusant le terrain, à savoir les égouts. Donc ça, c'est le tuyau des égouts, il passe, et à l'endroit du chemin, il est décapé et peint en noir. Donc la ligne est aussi sur la tête quand on marche sur le chemin. Voilà, on voit un petit peu mieux ici. Donc une espèce de coupe visuelle rendue visible avec soit des coupes dans l'obstacle qui a été traversé, soit au sol avec cet alignement de pierres blanches et foncées. Ici, c'est un travail fait en Italie, à Spoleto, dans une magnifique villa qui s'appelle la Villa Redenta et qui, lorsque, je ne sais pas dans quel état elle est aujourd'hui, mais quand on a travaillé là, c'était une exposition de groupe, la villa était en très mauvais état, les volets presque toujours ouverts, la pluie qui tombe à l'intérieur. Je raconte ça parce que c'est comme presque toujours dans mon travail, ce qui amène l'idée, ou appelons ça comme on veut, du travail qui est proposé. Donc, dans ces salles qui se succèdent, où il y a encore des fresques, certaines, dont celle que j'avais choisie, n'avaient même plus de plancher, il était pourri et on ne pouvait pas marcher dessus. Donc on arrive dans cette salle, et comme on ne peut pas marcher dessus, j'ai redessiné un plancher sur lequel on ne peut pas monter, et qui était un plancher qui partait du niveau 0 des portes où normalement on entrait dans la salle, jusqu'à la hauteur des fenêtres, à l'opposé de la porte d'entrée. Donc ici, on voit la salle utilisée, qui est encore très belle d'ailleurs, avec ses fresques plus ou moins encore visibles sur les murs, et qui nous mène sur les fenêtres ouvertes, et pas ouvertes pour l'exposition, mais ouvertes parce que je pense qu'il n'y a même plus de volets. Et là, on commence à voir apparaître une chose qui est très belle et qui en plus est très répertoriée, puisqu'en fait, on est sur un paysage historique intouchable, comme il y a pas mal de paysages comme ça en Italie, qui sont conservés comme monuments historiques. Donc ce plancher, finalement, est une espèce d'accélération de l'œil qui mène sur la seule chose qui soit ouverte sur l'extérieur et qui donne sur ce paysage qui est très très beau, avec une espèce de rythme entre des cyprès et des pins qui est absolument magnifique. On passe sur des travaux faits dans la région de Bordeaux et qui sont une série de choses faites dans plusieurs lieux qui s'étendent sur toute la région et qui ont été faites évidemment en même temps. Le premier que je vais montrer s'appelle Triangle sur le pont, qui s'est fait de cette manière. C'est un pont qui est assez connu parce qu'il jouxte un autre pont qui est fait par Gustave Eiffel et qui est toujours en fonction, sur lesquels les trains passent, et qui a été une façon de reprendre un peu tous les câbles et tout le dessin du pont sur le sol, avec une série de triangles qui sont, comme on le voit là, sur toute la longueur du pont, et qui évidemment jouent par rapport à la rivière, par rapport au village, aux deux villages qui sont reliés avec ce pont. Donc le paysage dans une espèce d'acception assez grande entre le paysage de la nature, entre guillemets, et le paysage du village. La nature, d'ailleurs, et le paysage, quand je travaille à l'intérieur, pour moi, c'est toujours en rapport avec le fait, surtout en Europe,
mais ce n'est pas seulement en Europe que ça se passe comme ça, il n'y a quasiment aucun paysage qui soit naturel. Tous les paysages sont des paysages travaillés par les hommes depuis des milliers d'années et donc qui ont une forme qui est loin d'être naturelle. Et c'est aussi ce qui m'intéresse. Je n'aimerais pas ou je n'irais pas faire un travail en plein désert, par exemple, parce que je pense que ce n'est pas un endroit où les êtres humains se rencontrent très facilement, alors que le paysage habituel, surtout en Europe de l'Ouest, mais pas seulement, est un paysage entièrement traversé, en dehors de l'architecture, en dehors des villages et autres, par la main de l'homme. C'est d'ailleurs toujours vrai, et quand ce n'est plus vrai, il y a encore des vestiges suffisamment importants pour qu'on s'en rende compte. Ici, dans ce même série de travaux, ça s'appelle « Le ciel sur la terre avant la vigne ». Alors ici, c'est un petit arpent de vigne qui se trouve au pied d'un château. Et donc, avec les vignerons, j'ai remplacé, alors avec leur accord bien sûr, les piquets qui commencent à établir la vigne et avant la sortie des feuilles, etc., comme on le voit sur cette photo, mais dans la disposition exacte de ce qui doit être fait quand on cultive la vigne. Et donc, ce positionnement des piquets par rapport aux pieds de vigne est resté jusqu'à la vendange, jusqu'au vendange. Ici, dans un autre coin en Gironde, un travail sur ce qu'on voit évidemment et qui est assez intriguant et qui est d'ailleurs assez intéressant puisque c'est un peu aléatoire, mais que les formes sont très simples et viennent changer le paysage, à savoir les meules de foin qui couvrent les champs au moment où on les met comme ça dans ces bottes rondes. Et donc, sur une assez grande distance, on avait transformé visuellement toutes ces meules en des cylindres rayés blancs et noirs. Et ici, un autre travail fait dans une peupleraie où tous les troncs sont entourés de cubes rayés blancs et verts. On voit qu'on pourrait employer le mot « emprunter » à peu près à chaque fois. Pas toujours pour les mêmes raisons, mais évidemment, les arbres sont empruntés, leur forme très droite du peuplier permet de faire quelque chose de très simple et de parallélépipèdes absolument égaux. Tout ça s'est donné grâce à cet emprunt de choses qui sont évidemment étrangères aux parallélépipède si on le prenait tout seul comme un objet, comme une sculpture. Ici, c'est un travail fait dans la banlieue parisienne, à la Courneuve, donc en droite ligne, flottant, immobile, sur l'eau, sur terre. Sur l'une de ces collines complètement artificielles, d'ailleurs cette colline, pour l'anecdote, c'est ce qui est sorti du trou des Halles quand ils ont transformé les Halles de Paris. C'est tout ce qu'ils ont creusé est venu ici faire une colline dans la banlieue et qui aujourd'hui est un lieu de promenade. Il y a un lac artificiel. Donc j'ai posé cette espèce de grand cadre en haut de la colline et ensuite, dans l'axe, une grande ligne qui s'en va ensuite dans le sous-bois est mise, comme on va le voir, à la fois sur le lac et sur la terre.
Sur la terre, ce sont des blocs de ciment peints, et ensuite, c'est des caissons flottants qui sont disposés dans l'alignement, arrimés évidemment pour pas qu'ils s'en aillent dans tous les sens, dans le fond du lac. Ici, on voit très bien le cadre en hauteur dans l'axe absolu de cette ligne qui est ici. Un autre type de travail dans un sous-bois en Corée du Sud, à Kimpo, qui est constitué d'arches très simples qui suivent un des chemins qui mènent à un sommet de ces petites collines qui sont couvertes de pins. Alors il y a deux, comme souvent, si j'emploie des choses par rapport auxquelles on se promène, il y a un sens de couleur, c'est-à-dire qu'il y a une couleur pour aller dans un sens et de l'autre côté, une autre couleur quand on retourne sur ses pas. La taille est donnée par le chemin et l'alignement, en fin de compte, ici c'est sur une ligne plutôt droite, mais suit les détours du chemin. Donc ce n'est pas toujours droit, mais c'est toujours aligné par rapport au chemin. On arrive dans une chose assez différente, dans un parc de sculptures aux États-Unis, à Mountainville, c'est assez connu, ça s'appelle Storm King Center. Et là, j'ai disposé, en fin de compte, ce que je fais assez rarement, mais des sortes d'objets, comme on va le voir, extrêmement simples, qui servent de banc et qui ponctuent tout ce paysage, qui est un très beau paysage typique du nord de New York, avec des grandes prairies, des très beaux arbres, des collines. Et il y a des grands parcours qui se font, les gens visitent beaucoup ce lieu. Il y a des œuvres d'art, bien sûr, un peu partout. Et ça, c'est à la fois, comme souvent aussi dans mon travail, ça joue par rapport au contexte, c'est-à-dire c'est des œuvres d'art, c'est des sculptures. Et du coup, il y a cet objet un petit peu simple, qui n'est plus vraiment comme une sculpture, mais qui sert aussi à s'asseoir et qui est disposé. Moi, la première fois, c'est moi qui les ai disposés, mais ensuite, c'est amovible et les gens qui s'occupent du parc ils construisent aussi des sentiers qui ne sont pas tous les ans les mêmes, disposer ces choses comme on disposerait des bancs. Ça, c'est un travail qui a été fait au moment d'une exposition de groupe à Poggibonsi, enfin qui était dans la région toscane, et là qui utilise la forme extérieure du fort de Poggibonsi. Et cette forme est ponctuée simplement par des mâts sur lesquels sont disposés des drapeaux. Comme le dit le titre, 180 mâts, 180 drapeaux et 9 groupes de couleurs qui reprennent de gauche à droite, quand on entre, les couleurs de l'arc-en-ciel. La situation est assez magnifique, l'intérieur est un petit peu laissé à l'abandon, mais très beau. Et c'est surtout sur le haut de la colline, ce qui fait que la pièce elle-même, et même la forme qu'elle a, est encore plus visible quand on est éloigné du lieu même où ça se passe. Ça, c'est un projet qui a été fait
à Jérusalem, dans la vieille ville, le long des murailles. Et en fait, c'était quelque chose qui était fait en hommage à un archevêque, je crois, français, qui avait beaucoup fait pendant la guerre pour les Juifs et à qui les gens qui m'avaient invité, il était l'archevêque de Lyon, voulaient faire une sorte d'hommage. Donc le travail que j'ai proposé, dont le titre est assez éclairant, qui s'appelle « 3 points de vue pour un dialogue », était en fait la mise en place de cadres, comme on les voit ici, chacun de ces cadres étant orienté vers des lieux précis des 3 religions. Donc il y avait les catholiques, les musulmans et les juifs. Ça c'est la pierre. Donc un chœur où il y avait marqué de quoi le titre, et ensuite ce chemin qui vient emprunter des morceaux soit de villages, soit de lieux où on sait que telle et telle communauté sont là en majorité. Ce qui s'est passé depuis que cette chose est faite, alors je suis retourné mais je n'ai pas de photo, c'est que le paysage, et c'est quelque chose à la fois assez tragique ou triste, et qui est assez fou d'y penser, parce que quand vous voyez ce paysage, par exemple, il y a de grandes chances pour que ce paysage ait été quasiment le même depuis plus de 2000 ans. Et dans ce paysage, aujourd'hui, passe le mur qui a été construit, ce qui change complètement l'allure même de ce paysage. Et comme le titre de la pièce, c'était 3 points de vue pour un dialogue, on s'aperçoit que, d'une certaine façon, tout l'environnement a cassé même ce qu'il a été possible en 1998, je ne sais plus le temps où je l'ai fait, mais donc en très très peu de temps, un paysage ancestral a été entièrement transformé pour des raisons politiques. Ça, c'est dans l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande. Un travail qui est fait dans une, ils appellent ça une ferme. C'est un lieu absolument gigantesque qui correspond à presque la taille d'un département français et qui appartient à une personne qui élève là des milliers de moutons, des vaches, des autruches, enfin il y a beaucoup d'animaux qui sont là-dedans en perpétuelle mouvance, tellement c'est grand. Et donc l'idée que j'ai proposée dans ce lieu où il y a d'autres œuvres généralement monumentales d'autres artistes comme Richard Serra ou Anish Kapoor, enfin bref, il y en a une bonne dizaine, Sol Lewitt aussi, Turrell, etc. J'ai proposé de travailler avec une des choses qui est évidemment assez fascinante dans le lieu, en dehors du lieu lui-même qui est tout à fait étonnant, c'était de travailler avec les choses qui changent tout le temps, qui sont les clôtures pour les animaux. Donc ils ont accepté l'idée, et c'est pour ça que le sous-titre, c'est « Travail in situ et en perpétuel mouvement », parce que ces clôtures changent constamment de place selon les pâturages tous les ans, etc. Donc voilà à quoi ça ressemble. En le transformant un petit peu, on a repris la même taille à peu près que les poteaux qui servent à tenir les fils de fer barbelés. Et la disposition de ces poteaux est évidemment faite par les fermiers eux-mêmes qui les disposent là où il faut les disposer sur ce terrain. Les quelques photos vont vous donner une idée de l'immensité du lieu et donc de la taille aussi de la pièce, parce que vous voyez ici au premier plan, c'est encore en train de courir là-bas, et puis ensuite ça s'en va plus loin, ça monte dans les collines, ça redescend, etc. Et depuis que j'ai fait cette pièce,
ils sont continuellement en train à la fois de la changer de place et de l'agrandir. Et petit à petit, toutes les clôtures qui étaient là avant sont remplacées avec celle-ci. Une partie du terrain se termine sur la mer, et c'est une mer avec des marées aussi, donc le paysage change tout le temps, à marée basse, marée haute. C'est tout à fait étonnant. On retourne en Italie, aux confins de la Toscane, près de Sienne, dans un lieu, petit hameau, qui s'appelle Castello di Ama, et ça s'appelle Sur les vignes, point de vue, travail in situ et permanent. Donc ici, on a l'une des maisons principales de ce hameau, où habitent les propriétaires. Et sur la droite, vous avez ici ce qui est l'existant. Tout ça, ça existe, bien sûr. Ici, il y avait un petit mur qui nous a servi de soubassement pour construire un mur beaucoup plus grand, qui est celui-ci. Donc, il est voilà, entièrement construit sur ces soubassements. Et on peut imaginer, on va le voir mieux dans quelques secondes, que ça vient en partie fermer cette espèce de pelouse qui est une sorte de cour devant la maison. De l'extérieur, ce mur est percé par 5 fenêtres carrées et à l'intérieur, on se trouve devant cette espèce de grand paravent entièrement recouvert de miroirs dans lequel se reflète bien sûr ce qui se passe derrière, c'est-à-dire ou en face si on préfère, la maison, et ici vu en haut le gazon qui vient se présenter à l'infini, et à travers les fenêtres le paysage qui se découvre, qui est un paysage typique toscan, avec le travail des vignes derrière. Je crois qu'il y a des photos qui le montrent encore mieux. Donc à l'intérieur, évidemment, on se reflète, et les choses se reflètent aussi sur le côté à l'infini. Et bien sûr, quand on est à hauteur humaine, à l'intérieur, sur cette pelouse, c'est le paysage qui est derrière, puisqu'on ne voit pas tout ce que la photo montre ici, qui vient se découper dans ces fenêtres. Il va sans dire que durant toute l'année, tout ça change complètement de couleur, même de forme. Ici, on voit presque plus rien, c'est sous la neige. Voilà le paysage dans une autre... Ça, c'est un travail qui a été fait à Bregenz, en Autriche, qui s'appelle « Les couleurs du lac ». Promenade. Donc ici, tout le long du lac, dans la portion qui jouxte la ville, j'ai installé des grands panneaux avec des couleurs transparentes, transparentes. Et donc je passe les photos en vitesse. C'est à la fois un lieu, évidemment, de toute façon, de promenade, très belle vue sur tout l'ensemble du lac. Et lorsqu'on passe devant ces grands panneaux colorés, on incorpore et donc on emprunte une fois de plus ce qui se trouve derrière, ici en changeant la couleur, le relief.
Alors là, on est vraiment dans un grand jardin bien connu qui est à Versailles. Le titre de la pièce, c'est « Effet contre effet, travail in situ ». En fait, il y a même un sous-titre qui s'appelle « Hommage à Le Nôtre » et qui est donc un travail qui a été fait en partant de ce qui s'appelle le point de vue du roi, qui a d'ailleurs été dénommé comme ça par Louis XIV lui-même, qui, d'ailleurs, on ne sait pas tellement, a fait des textes sur le jardin de Versailles qui sont absolument remarquables au point de vue de la perception de ce que ça allait devenir, qui est quand même assez étonnant. Donc là, on est devant cette vue majestueuse qui donne sur cette grande pelouse et sur le Grand Canal. Vous avez toujours tous remarqué, pour ceux qui y sont allés, mais je pense que beaucoup ont vu cet endroit, qu'on a une impression très très bizarre, à savoir que, vu d'ici, on a l'impression que le canal n'est pas droit, c'est-à-dire qu'il remonte et qu'il est plié dans une espèce de géométrie, évidemment absolument, je dirais, fausse, mais qui est quand même une impression étonnante qui fait partie du côté magique de cette vue qui semble être une simple, bête perspective, mais qui est en fait extrêmement complexe. En fait, le nôtre, là comme dans d'autres jardins, a joué de manière extraordinaire, magistrale, avec les trompe-l'œil. Tout ce qu'on voit ici, en fait, est un trompe-l'œil. Alors j'ai fait un grand cadre sur cette pelouse qui vient s'intégrer, et on va voir comment, dans cet énorme trompe-l'œil. Voilà donc la succession, là, pendant les jeux d'eau, de cet ensemble. Et le lieu où j'ai mis ce cadre est en fait la raison, enfin c'est entièrement dessiné par le nôtre, la raison et le pourquoi de cette impression d'optique extravagante que le lac n'est pas horizontal. Voilà en fait comment est mon cadre. Donc le cadre, il n'est pas vertical par rapport aux gens et par rapport à ce qu'on a comme impression, mais il est complètement en trompe-l'œil. Et le trompe-l'œil qui est fait est un trompe-l'œil à l'envers de tout le trompe-l'œil qui est là, dessiné par le nôtre. Donc quand on se rapproche et qu'on sort de l'angle du roi, automatiquement, tout reprend sa place et évidemment, beaucoup de choses qui apparaissaient, par exemple comme ce cadre vertical, ne le sont plus. En fait, il est dessiné sur cette pelouse, et cette pelouse qui, je reprends cette photo, donne l'impression d'être très courte avant d'arriver sur la grande fontaine, le grand bassin qui se trouve entre le Grand Canal et la pelouse, donne l'impression d'être très courte, est en fait une pelouse qui fait plus de 350 mètres de long. Mais elle est en pente, donc à l'œil, elle disparaît et donne l'impression en fait d'être un trapèze assez court comparé au trapèze, avec évidemment les déformations de la perspective, mais ce qu'on voit là en photo très bien, de cet autre trapèze qui est le Grand Canal. Donc vous avez deux trapèzes qui donnent l'impression d'être l'un sur l'autre, plus ou moins comme une géométrie dans l'espace, qui viennent se superposer, et surtout qui donne cette impression que le lac se remonte. Alors tout ça est donné par cette pelouse ici, qui est en fait sur une pente assez aiguë et qui raccourcit à l'œil la taille qu'elle a. Et donc tout ça, je ne vais pas m'étendre trop longtemps là-dessus parce qu'il y a plein de choses à dire, mais ça joue avec les statues, avec la plantation des arbres. Tout est construit de telle manière que cet effet est renforcé. Donc ici, j'ai joué à l'envers un trompe-l'œil où la bordure du cadre, qui est toujours identique évidemment entre le côté vertical et le côté horizontal, ici la photo le donne un petit peu, la partie qui est
le bord horizontal, d'un côté, avait quelque chose comme 8 mètres de long et de l'autre côté, 25 mètres. Mais quand on le voit relevé, comme ici, évidemment, on a l'impression, avec quelques défauts sur la façon un peu difficile qu'on a eu de la faire, mais donne bien l'impression que cette partie-là est aussi large que celle-ci et que celle-là. Or, en fait, ici, on a à peu près 8 mètres, et là, on a à peu près 30 mètres. Et là, bien sûr, ça s'en va aussi à l'envers, en perspective à l'envers. On retourne en Italie, dans un très grand lieu d'un parc privé, rempli de sculptures différentes, faites par beaucoup d'artistes depuis plus de 30 ans. Ça s'appelle la cabane éclatée aux 4 salles, et ça se trouve dans l'un des lieux de cette grande propriété. Donc ici, j'ai utilisé d'une autre manière des choses sur lesquelles j'ai travaillé depuis longtemps, et je continue d'ailleurs, qui sont ce que j'appelle des cabanes éclatées. Et là, avec l'idée qui était celle d'introduire dans la nature des couleurs, ce qui est, à mon avis, pas si simple que ça. D'ailleurs, on s'aperçoit que dans la sculpture traditionnelle, à quelques exceptions près, comme Calder ou quelques autres, mais très très peu, les sculptures sont toujours très très peu colorées. C'est-à-dire qu'elles ont la couleur de la matière utilisée, bien sûr, et généralement, rien d'autre n'y est apporté. Sans doute parce que c'est très difficile d'introduire la couleur dans la nature. Donc ici, la nature, elle est en même temps utilisée et disparaît dans la cabane elle-même. Ce qui donne l'idée de la cabane ici, c'est le bord du toit, ici blanc. Donc vous voyez quelque chose qui est très grand, qui fait presque 10 mètres sur 10 mètres sur 10 mètres, entièrement recouvert de miroirs, donc tout se reflète dedans, et l'impression, c'est qu'elle disparaît complètement. Si elle était en bois ou en ciment, ce serait une maison très grande déjà. Là, on voit très bien comment c'est fait. L'intérieur est coupé en 4 salles, l'extérieur est entièrement en miroir, et les 4 salles sont sur 2 murs colorés et sur les 2 autres recouvertes de miroirs. Donc ces miroirs à l'intérieur jouent évidemment d'une couleur à l'autre, comme on va le voir. Les portes sont retirées de ce grand cube, d'où le titre « cabane éclatée », en direction parallèle à l'endroit d'où il vient. Mais donc, la couleur de la partie intérieure, par exemple de cette porte, se reflète ici. Et donc, ça devient une espèce de couleur qui flotte dans la nature. Dès qu'on est proche et dès qu'on voit, on comprend évidemment très bien comment ça marche. Les murs sont colorés, les portes qui s'échappent et qui sont en fait découpées dans la paroi sont projetées toutes à la même taille depuis la cabane elle-même. Et à l'intérieur, entre les jeux de couleurs et les réflexions dans les miroirs, on a évidemment une foule d'ombres et de lumière et de couleurs qui viennent bouger avec le spectateur. On passe en Grande-Bretagne, dans le district des lacs, dans le nord, avec un travail que j'ai commencé en 1975 et que, dans la mesure où c'est possible, parce que c'est un peu compliqué à mettre en place, j'ai refait, je continue à le refaire. C'est toujours évidemment différent puisqu'il s'agit d'une régate faite sur des petits voiliers pour les enfants de 6 à 12, 13 ans, et évidemment qui se trouve toujours dans des lieux plus ou moins naturels,
Il y a là encore toujours le paysage qui est très fort, même si ça se passe que ce qui était arrivé aussi sur la mer. Et bien sûr, si je montrais des photos d'une autre régate sur la mer avec celle-ci sur ce lac, l'impression, même si c'est les mêmes voiles et les mêmes types de bateaux, est vraiment extrêmement différente d'un lieu à l'autre, même si c'est toujours sur l'eau. Et la deuxième partie que je ne montre pas là, c'est une exposition de ces voiles, tout le titre « Voile, toile, toile, voile », dans un lieu plus précis comme un musée ou une petite institution. C'est une chose évidemment que peut-être, enfin je continue à le faire, mais je veux dire c'était une chose qui m'intéressait beaucoup dans le début des années 70, de ce que devient quelque chose d'immobile et de très banal comme ces bandes rayées lorsqu'elles sont vues soit dans un musée, soit dans la rue, avec tout le fait que le contexte change complètement l'appréciation et même parfois la critique qu'on peut poser sur le même objet. Alors, j'ai développé ça très différemment après, et là c'était, je dirais, un peu didactique, mais c'est toujours les deux étapes, la régate et ensuite les voiles seulement. Et les voiles seulement, dans un lieu comme un musée, selon comme elles sont présentées, quelqu'un qui n'est pas familier avec la voile va automatiquement prendre ça pour des peintures. Là, on va se promener 2 minutes en Chine, à Tianjin, pas très très loin de Pékin, enfin dans les distances chinoises. C'est un travail fait dans une ville nouvelle. Dans cette ville, il y a des lacs qui viennent d'être creusés et j'ai utilisé 2 portions de ces lacs pour faire un travail spécial vis-à-vis de ce lac en rejoignant les 2 rives du lac et une autre portion plus petite d'un morceau du lac en y plantant ces espèces de tiges assez longues en acier sur laquelle on a soudé un cercle rayé blanc et rouge. Donc on a planté dans le lac ces centaines de petits objets et ce lac donc est traversé de part en part avec ce qui finit par former cette espèce de ligne blanche et rouge. Et là, on est typiquement dans la plus grande, enfin peut-être qu'avec les années, d'ailleurs, ça va sans doute un peu être moins visible, mais de la création par l'homme, de la nature, de la ville, des routes, tout le contexte là est totalement neuf, et neuf non pas sur 10 ans, c'est une ville qui a été construite en même pas 3 ans. Donc le lac, tout ça c'est nouveau, tout ça c'est dessiné, et ça fait partie vraiment de l'architecture. Ça, c'est une chose qui est restée assez peu de temps, en 2006, à Sestrières. Ça s'appelle le rayon de soleil, et c'est un travail fait sur les pentes neigeuses de Sestrières, ces espèces de plateformes qui font presque penser, mais évidemment, ce n'est pas du tout ça, à des endroits où on fait le saut à ski. Et ce que les photos ne montrent pas, mais qu'on peut deviner, c'est qu'avec le temps, ici on est après les premières neiges, donc ces espèces de balustrades inclinées sont recouvertes de neige, et par la suite, en fin de compte, les espacements eux-mêmes ont créé la même forme en relief inverse, mais sous ces panneaux, ces espèces de clayettes
en bois. Malheureusement, là, on voit que la première neige et la couverture de ces morceaux de bois parallèles. Ensuite, on avait le double imprimé sur le sol. Ici, on est dans la ville de Florence, tout près du fameux belvédère, avec un travail chez un collectionneur et qui donc est permanent. L'une des portes de la villa, comme on la voit ici, sert de modèle pour la construction d'une série de portiques ici en acier. Donc voilà la porte, et dans l'axe de la porte, le positionnement qui est aussi pris dans la distance qui existe entre la porte et le patio, enfin l'ouverture du petit jardin intérieur, on a la taille qui m'a donné la mesure pour l'espacement de ces portiques. Donc ça, c'est la façon dont la pièce a vu le jour, comment elle est construite. La voilà ici un peu plus grande. Elle fait toute la longueur du jardin. Et sur la partie de ce côté-là, droite de la maison, on a dressé un grand mur recouvert de miroirs. On va voir un petit peu mieux dans une seconde. Dans le sens inverse, la couleur est différente. Ici, reprenant un petit peu l'ambiance colorée de la maison, avec des ocres. Et ce miroir qui est en limite de propriété, dans lequel viennent se refléter, bien sûr, tous ces portiques comme une espèce de double, mais aussi tout le paysage qu'on a dans le dos. Et je pense qu'il y a une photo qui même montre le belvédère. Alors ici, on a cet effet bizarre de la maison coupée en deux. Et ici, on voit le belvédère qui vient se refléter dans le miroir. Donc c'est un changement du jardin. Là, on est vraiment dans un jardin. Transformation par ces objets et par la position du miroir. Là, on voit mieux le belvédère, qui est bien sûr tout à fait dans l'autre sens. C'est encore en Italie, dans une Villa Médicis qui appartient à un collectionneur. Alors là, c'est un travail différent, de nouveau dans un jardin, un petit parc, fait avec des portiques d'une autre forme, mais enfin c'est la même chose au point de vue de l'idée du portique. Et là, j'ai pris un chemin qui longe la villa. Alors ici, c'est la Villa Médicis qui est là, intacte, où habitent ces gens. Et ici, l'espèce de jardin qui monte en palier et qui a un chemin qui monte autour de cette colline, qui va beaucoup plus loin sur la gauche. Disposés à égale distance, ces portiques qui sont d'un côté de deux couleurs, verte et rose, verte et plutôt rouge-orange, et de l'autre côté, recouverte de miroirs. Donc ici, on est dans l'autre sens, et ce qui apparaît comme des petits accents circonflexes, c'est en fait le portique d'avant qui vient se projeter dans le portique suivant. Ces portiques sont alignés sur une ligne. Alors j'ai dit que c'était sur un chemin, et ce chemin monte doucement. La hauteur des portiques est constante, c'est-à-dire qu'on a une ligne horizontale parfaite créée par la hauteur des portiques. Les portiques donc découpent le paysage, comme on voit là, alors en petits morceaux, fragmentés à chaque jambage.
Alors ça donne évidemment des points de vue, des fragments d'images qui sont très différents les uns des autres. Et comme on voit que le chemin monte et que mes portiques ne bougent pas, petit à petit, ils sont de plus en plus petits, jusqu'au dernier qui, en fin de compte, a la hauteur d'un banc. Donc si on se promène là, à la fin, on se détourne du chemin où on passe par-dessus le banc, où on s'assied sur le banc. Ici, on le voit avec la maison. Ce qui veut dire aussi que simplement en marchant et donc en bougeant librement à travers cette série d'arches, on découvre tous les aspects, c'est-à-dire qu'on voit à la fois les choses par en dessous et par au-dessus. Le seul déplacement, c'est pas plus difficile, c'est pas une échelle, c'est pas de monter dans la villa ni rien, même si ça peut donner d'autres points de vue, c'est simplement le dépassement du corps dans ce type de dispositif qui permet d'en découvrir tous les aspects du dessous et du dessus, et d'un côté comme de l'autre. Ici, en Italie, un autre travail qui est aussi un travail fait pour un collectionneur, et qui est une grande cabane éclatée, ronde, avec 7 couleurs différentes, qui se présentent comme ceci. Alors là, c'est pendant l'hiver, donc on a une espèce de plancher tout blanc avec les projections de toutes les couleurs, puisque ce sont des panneaux transparents. Décidément, je ne savais pas que je restais en Italie si longtemps, mais voilà. Ici, c'est encore une fois dans une magnifique, beaucoup plus grande Villa Médicis qui s'appelle la Villa La Magia, avec une pièce qui jouxte la villa, qui est un lieu public là. Ici, on est tout à fait dans le domaine public, la ville de Quarata, qui est près entre Florence et Pistoia. Et le dessin de ce que j'ai fait se présente de cette manière, comme un hexagone, avec des murs dressés à chaque bout de l'hexagone. Et voilà ce que ça donne. Donc ici, on a une construction entièrement en marbre de Carrare, avec sur chaque face les bandes, mais qui sont cette fois-ci en relief. C'est-à-dire que dans le creux de ce relief, c'est l'eau qui coule. Donc l'eau sort du haut de chacune de ces parties verticales et vient tomber dans un bassin qui reprend la forme de l'hexagone pour se terminer au milieu avec un plus petit hexagone où ressurgit la fontaine. Voilà, et on peut marcher partout, s'asseoir ici. Et on est dans un environnement assez ouvert, assez même très beau, entre la Villa Magia et les collines toscanes et une partie du village. C'est un travail ici dans un petit, c'est même pas un village, c'est quasiment trois maisons en France, pas loin dans le nord de la France, en Normandie. Le titre s'appelle Déviation, parce qu'en fait, j'ai dévié une petite source d'eau. Alors, vous avez ici une vue générale, un point haut
dans lequel apparaît une source naturelle qui normalement descend là-dessous dans un petit chenal qui arrive dans un petit ruisseau, etc., etc. Donc j'ai relevé cette source avec une pompe et l'eau vient se mettre dans ces espèces de constructions en plastique transparent tenues par des bambous, comme on le voit ici. Donc voilà la partie haute, l'eau arrive là-dedans et coule en cascade jusqu'à venir tomber dans le petit ruisseau qui est au bout de ce jardin. Là, on est vraiment dans un jardin très dessiné. Là, on est à l'arrivée de l'eau. Alors ici, on voit au travers un peu l'espèce de gouttière dans laquelle normalement l'eau s'écoule, et au-dessus, celle nouvelle que j'ai construite, qui est transparente et qui fait aussi un peu de bruit, enfin comme une cascade. C'est pas, enfin, ça a été détruit après parce que c'était pour une manifestation qui a duré tout l'été. Voilà, merci.